Donc bonsoir à tout le monde, merci d'être là à nouveau pour ceux qui étaient là la dernière fois. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois et pour ceux qui ne le sont pas, je rappelle que j'avais parlé en fait de l'histoire, les débuts de l'astronomie qui se sont déroulés dans la Grèce antique et j'avais brossé donc un petit peu le panorama sur l'évolution de notre conception sur les différents systèmes du monde depuis l'Antiquité jusqu'à justement l'époque, le siècle qui précédait Copernic où régnait donc le fameux système géocentrique de Ptolémée. Donc aujourd'hui, on va faire la transition avec le sujet de la semaine prochaine, qui sera un petit peu le couronnement de cette grande démarche de l'astronomie avec Newton. Donc on fait la transition avec le grand Nicolas Copernic. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la vie et l'œuvre de Copernic et puis l'influence et la révolution fondamentale que cela a introduit et comment ça a conduit justement à réviser complètement nos conceptions du monde et à aboutir provisoirement, tout au moins, sur la vision newtonienne de l'univers. Donc c'est fondé sur cet ouvrage que j'ai écrit, Le secret de Copernic, qui est effectivement un roman, puisqu'il est dialogué, il y a des parties évidemment imaginées et inventées, donc c'est une fiction, mais qui repose évidemment sur une documentation historique très fournie et très précise. Voilà. Donc, je vais vous raconter donc à quelle époque a vécu Nicolas Copernic. Il faut voir que les grandes révolutions scientifiques, et les hommes, les savants ne vivent pas évidemment à côté de la société. Ils sont en plein dedans. Et vous allez voir que Nicolas Copernic était particulièrement en plein dedans la société de son temps. Il y a joué un rôle important, non seulement en tant qu'astronome, mais surtout en tant que, beaucoup d'autres charges qu'il a eues. Et ça permet justement de replacer le contexte historique, idéologique, philosophique, religieux de l'époque, et de voir finalement que les grandes innovations scientifiques ne se font jamais indépendamment de tout ce contexte sociétal apparemment extérieur à la science qui montre bien, au cas où on l'aurait oublié, que la science est pleinement inscrite dans l'évolution de la culture et dans la société et qu'elle-même, assez souvent, elle est même le moteur des changements de société. Ce qui va être le cas avec Nicolas Copernic. Donc vous voyez déjà ces dates, 1473, 1543, et donc l'histoire de Copernic, en tout cas la partie scientifique, c'est comment va-t-il réussir à faire passer de la conception que vous avez à droite du système du monde centré sur la Terre, qui avait été mise donc d'abord en avant par un certain nombre de philosophes grecs comme Aristote et perfectionné par Ptolémée, un système qui perdurait, une astronomie géométrique très efficace, assez efficace en tout cas, pour décrire les apparences, c'est-à-dire les trajectoires des planètes dans le ciel. Comment Nicolas Copernic a réussi à se débarrasser de ce système dit géocentrique pour passer à son système à lui, c'est-à-dire le système héliocentrique, où la Terre devient une planète comme les autres, tournant à la fois sur elle-même et autour du Soleil, à travers donc ce célèbre ouvrage publié en fait l'année de sa mort, en 1543, La Révolution des orbes célestes, avec le double sens intéressant sur le mot révolution qui désigne effectivement les révolutions naturelles des corps célestes sur leur trajectoire et qui prendra justement à partir de là le sens de révolution, c'est-à-dire un changement radical dans la vision du monde. Alors juste donc un rappel, plus précisément, le système du monde qui régnait jusque donc au XVe siècle, c'est donc ce système géocentrique dans lequel la Terre est au centre de l'univers, absolument fixe, absolument immobile. Elle ne tourne pas sur elle-même, même pas. Donc pour expliquer la rotation apparente en 24 heures de l'ensemble des astres, tous les astres sont censés être sur des cercles ou des sphères qui tournent autour de la Terre, plus des mouvements plus compliqués pour expliquer les variations annuelles des positions planétaires. Un très bel exemple, en fait, de un peu le couronnement de cette astronomie antique, on peut appeler l'astronomie ptoléméenne. C'est un ouvrage absolument extraordinaire, l'un des plus beaux ouvrages d'astronomie, même peut-être un des plus beaux ouvrages, toutes catégories confondues, qui existent quand on est un peu bibliophile, comme moi je le suis. C'est un traité d'astronomie ptoléméenne qui s'appelle l'Astronomie des Césars, qui a été publié en 1540, donc c'est vers la fin de la vie de Copernic, et par un astronome qui s'appelait donc Petrus Appianus, et qui était en fait l'astronome attitré de l'empereur Charles Quint et de son frère l'archiduc Ferdinand, d'où le nom Astronomie des Césars, car dédicacé aux deux Césars protecteurs donc des arts et des sciences de cette époque. Et en fait cet ouvrage extraordinaire d'Appianus,
dont il existe quelques rares exemplaires, mais il y en a un notamment à la Bibliothèque nationale. Enfin, les quelques grandes bibliothèques dans le monde ont un exemplaire particulier. Cet ouvrage présente la spécificité que chaque planche, c'est une sorte de astrolabe en papier, en carton, que l'on peut manipuler. Et qui, dans le cadre de l'astronomie ptoléméenne, permet, en faisant tourner différents cadrans et en tirant des fils, de faire des mesures sur ces cadrans gradués extérieurs. Et dans le cadre de l'astronomie ptoléméenne, en utilisant finalement, vous voyez, des figurations, des épicycles, etc., permet de faire des calculs et des prédictions sur les latitudes et longitudes des planètes sur une période de 7000 ans, les occurrences des éclipses, etc. Donc c'est vraiment un symbole à la fois d'une certaine efficacité mathématique pour prédire les mouvements célestes, même si ça repose sur un système qui va s'avérer faux, et également une mise en valeur esthétique de cette astronomie à travers ces magnifiques figures animées que l'on appelle en fait des volvelles ou des équatoires. Voilà, donc ça c'est l'état, c'est l'astronomie adoptée en ce temps. Alors maintenant, pour replacer la vie de Copernic, on voit une carte de la Pologne. Alors pas tout à fait une carte de la Pologne du XVe siècle, c'est une Pologne un tout petit peu plus tardive, un siècle plus tard, parce qu'il y a déjà la Prusse qui est constituée. Bon, mais tout de même, vous avez une idée. Simplement pour replacer un petit peu les lieux géographiques importants de Copernic. Donc Copernic est né dans cette petite ville-là. Thorn, à l'époque, c'était écrit en allemand. Aujourd'hui, ça s'appelle Torun, hein, qui est une charmante ville polonaise. Copernic va faire une partie de ses études, en tout cas ses études polonaises, il va les faire à la fameuse université de Cracovie, qui donc est au sud du pays. Ensuite, après un long détour par les universités italiennes, qui vont jouer un rôle capital dans sa formation, sur lequel je reviendrai, il va donc revenir dans son pays pour exercer son métier de médecin, de chanoine d'abord, et puis éventuellement d'astronome. Et il va exercer dans une petite ville du nord de la Pologne, près de Danzig en fait, qui s'appelle Frombork, qui est par là. Voilà. Un autre lieu d'importance historique, c'est Königsberg, la citadelle des chevaliers teutoniques, qui va devenir la capitale de la Prusse lorsque la Prusse sera constituée du vivant de Copernic précisément. Donc ça replace un petit peu géographiquement les choses. Alors donc Nicolas Copernic est né en 1473. Sa mère meurt en couche et son père meurt lorsqu'il n'a que 10 ans. Copernic a un frère qui s'appelle Andreas, et donc Copernic et son frère sont recueillis par leur oncle. Alors il faut savoir que la famille de Copernic, c'était une famille de riches marchands, une famille aisée, et donc l'oncle qui s'appelait Lucas Wadzenrod était en fait l'un des personnages les plus puissants de la Pologne. Il était évêque d'une province qui s'appelait l'Ermeland. Il était conseiller du roi, donc extrêmement écouté. Et il était lui-même riche marchand hanséatique, donc vraiment un homme très aisé, et il décide d'adopter en fait sous sa coupe donc Nicolas et son frère Andreas pour leur fournir la meilleure éducation possible. Donc là on a un exemple un peu particulier de quelqu'un qui ne va pas avoir aucune difficulté matérielle. En fait, contrairement au cas de Kepler, par exemple, ce sera un peu semblable à Tycho Brahe. En fait, tout lui sera donné un petit peu, sur le plan matériel en tout cas, dès son enfance. Et c'est la raison pour laquelle il peut effectivement aller faire ses études à l'université de Cracovie, qui est la meilleure université de l'Europe du Nord, pas comparable évidemment aux universités d'Europe du Sud, les grandes universités italiennes, mais c'est déjà pas si mal, et notamment lors de ses études de cours de mathématiques, d'astronomie, etc., il aura pour professeur donc ce bonhomme-là qui s'appelle Albert Budzewski, qui voilà, lui a enseigné l'astronomie de Ptolémée et également l'astronomie de certains astronomes arabes qui commençaient à contester éventuellement l'astronomie de Ptolémée. Voilà. Alors, parmi les portraits que l'on peut avoir du jeune Copernic, vous voyez celui-là, en fait, qui est de la main de Copernic lui-même, car Copernic était extrêmement amateur de dessin
et de peinture. Donc toute sa vie, il a fait lui-même des croquis et des dessins, y compris des orthoportraits. Et donc ça, c'est un orthoportrait qui reste du jeune Copernic. Alors si vous voulez voir également d'autres images de Copernic, voici une image assez flatteuse du jeune Copernic, plutôt datant de l'époque romantique. On a tendance peut-être à romantiser l'allure de cet austère chanoine. Et puis voici en fait une reconstitution par les services de la police judiciaire de Varsovie du visage de Copernic au moment où il est mort, à l'âge de 70 ans, car en fait son crâne a été retrouvé dans la crypte de la cathédrale de Frauenborg il y a un ou 2 ans seulement, et donc le crâne a été donné à la police judiciaire qui, d'après ces éléments, reconstitue le faciès à quoi devait ressembler Copernic. On voit que c'était un homme de haute stature, un visage un petit peu plus de guerrier que de chanoine, hein, visiblement. Il a même une cicatrice au front, parce que comme vous allez le voir, il a eu une vie extrêmement agitée, et notamment il s'est battu plusieurs fois contre les chevaliers teutoniques. Donc un personnage tout à fait exceptionnel, très très loin du chanoine frileux qui a été décrit par certains historiens, notamment par Arthur Koestler. Voilà. Alors, toujours également pour replacer les dates clés, n'oublions pas que Copernic, il naît dans le contexte d'une Europe en pleine transformation. C'est l'Europe, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est le début de la Renaissance, un renouveau complet. Alors, 2 exemples particuliers. 1456, bon, c'est à peu près une quinzaine d'années avant la naissance de Copernic, c'est l'imprimerie, c'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Alors, c'est pas innocent, l'imprimerie est encore toute jeune, on se méfie de l'imprimerie. Beaucoup d'érudits se méfient de l'imprimerie, comme pendant quelques années, on se méfie un petit peu de l'Internet aujourd'hui. Et Copernic lui-même sera dans cette mouvance d'intellectuels qui se méfieront de l'imprimerie, et ça va être l'une des explications possibles, l'une des énigmes du secret de Copernic. Il y a plusieurs secrets en fait. Pourquoi a-t-il mis aussi longtemps pour publier enfin son traité majeur qui va révolutionner l'astronomie alors qu'il en avait tous les éléments pendant 40 ans? L'une des raisons, c'est sa méfiance envers la chose imprimée. Voilà. Et puis 1492, Copernic avait déjà 19 ans, il a commencé son voyage en Italie, c'est évidemment la conquête du Nouveau Monde, enfin en tout cas la découverte, vraiment la conquête du Nouveau Monde par Christophe Colomb, qui va évidemment complètement changer également la vision que l'on a, et également de la géographie, étendre la vision de la Terre à d'autres continents, les terres inconnues. L'idée de terres inconnues à découvrir va se propager également sur les terres du ciel, de nouvelles terres à conquérir dans le ciel. Et puis sur le plan purement économique et commercial, évidemment, un rééquilibrage entre les grandes puissances, l'Espagne, le Portugal, vous montez en flèche évidemment en exploitant les nouvelles colonies et les nouvelles richesses. Donc un rééquilibrage de l'Europe. Donc après ses études à Cracovie, son oncle qui le fait nommer rapidement chanoine, qui est une charge importante, le dispense d'exercer si jeune ses charges de chanoine et lui permet d'aller suivre des cours dans les plus prestigieuses universités italiennes, donc notamment en particulier l'université de Bologne, où il va donc commencer donc à la fois à suivre des cours, alors pas seulement évidemment des cours de mathématiques et d'astronomie, qui étaient un sous-ensemble de cours très nombreux, il était plutôt allé en Italie pour suivre des cours de rhétorique, des cours de droit, avoir des diplômes de droit, etc., lui permettant après d'exercer ses fonctions de chanoine, et également des cours de médecine, car en fait il va également exercer le métier de médecin. Mais assez rapidement, il va être en fait l'assistant de son professeur de mathématiques et d'astronomie, qui est un astronome brillant et très intéressant, assez original, qui s'appelle Novara, Domenico de Novara, qui fait partie de ces astronomes qui sentent que l'ère du système de Ptolémée touche à sa fin, parce qu'il y a des failles. Le système théorique ne marche plus vraiment avec les observations et les tables, les éphémérides que l'on peut faire, mais il n'a pas les moyens intellectuels, lui, de proposer un autre système. Mais donc, pendant quelques années, Copernic va être l'assistant de Novara et va évidemment avoir beaucoup de discussions avec lui, et donc ça va beaucoup contribuer à sa formation. Étant entendu qu'au départ, Copernic n'a absolument pas l'intention et l'idée de devenir un jour mathématicien et astronome. Simplement, il est doué en ces matières et ça l'intéresse, mais il s'intéresse à beaucoup d'autres choses.
Au cours de son séjour à Rome, au cours de son séjour en Italie, il sera chargé non seulement donc de suivre des cours, mais également de certaines missions plus ou moins diplomatiques. C'est une sorte de représentant, un représentant important de la Pologne, de la nation polonaise en Italie et notamment au Vatican. Il aura ses entrées au Vatican et il connaîtra de près des grands cardinaux, ce qui jouera un rôle très important plus tard dans sa vie, des grands cardinaux, évêques et cardinaux de l'Église catholique romaine, et notamment le cardinal Farnèse, le fameux Farnèse du palais Farnèse qu'il y a à Rome, qui deviendra pape du vivant de Copernic, qui deviendra l'un des grands papes de l'histoire, le pape Paul III. Voilà. Donc on devine déjà les relations privilégiées qu'il va y avoir entre Copernic et l'Église catholique romaine. Alors évidemment, au cours de son séjour en Italie, il arrive en pleine Renaissance, c'est-à-dire à une période où il va côtoyer sans doute, on n'a pas de preuves directes, il y a très peu de documents en fait directs sur la vie de Copernic, sa correspondance est perdue, ce genre de choses, donc il faut faire des recoupements, des reconstitutions. Voilà. Mais donc il est évident qu'il est contemporain de Marcille le Ficin, celui qui a réintroduit Platon, traduit les œuvres de Platon, etc. Léonard de Vinci, Pic de la Mirandole, le fameux érudit, etc. Nicolas Machiavel, voilà, et tous ces grands personnages-là qui fréquentaient diverses universités, diverses académies. Le jeune Copernic les a probablement rencontrés, sinon écoutés en cours, peut-être discutés avec eux. Bon, dans le roman, j'ai imaginé les rencontres effectives, ça je les ai inventées, mais elles ont pu avoir lieu. L'important, c'est le bain intellectuel dans lequel se trouve Copernic, où il découvre avec émerveillement, finalement, ce bouillonnement intellectuel qu'il y a en Italie. Il découvre aussi avec intérêt la clarté du ciel italien, ce qui n'était évidemment pas le cas dans les régions polonaises, à travers les brouillards de la Vistule. Alors peut-être quand on cherche souvent les vocations qui naissent, moi souvent en modeste astrophysicien, on me pose parfois la question, est-ce que vous avez eu une vocation, est-ce qu'il y a eu un événement qui a déclenché le fait que vous allez décider un jour de devenir astronome au lieu d'être écrivain, musicien ou je ne sais quoi. Alors pour Copernic, on peut se poser la question. Alors il y a sans doute en fait un événement astronomique important qui s'est produit en 1497. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'occultation d'une étoile, une étoile brillante qui s'appelle Aldébaran. Vous la voyez ici, là, Aldébaran. Hein, voilà. Qui va passer derrière la Lune. Enfin, plus précisément, évidemment, c'est la Lune qui va passer devant. Voilà. Et donc, c'est une observation que Copernic effectue en tant qu'assistant de Novara. Et il va être tellement impressionné par cette observation astronomique que ça va commencer à effectivement bouger dans sa tête et réfléchir sur finalement l'organisation du système du monde. Alors à ce stade-là, j'aimerais en fait vous lire un petit extrait de mon livre, de mon roman, qui était en fait cette scène reconstituée, inventée, parce que, mis à part le fait qu'on sait que ça s'est passé, on n'a pas d'autres éléments plus précis, mais c'est bien le travail du romancier exploitant des événements historiques que d'imaginer la façon dont ça aurait pu se passer. Donc voici quelques lignes. En l'an 1497, le 9 des Ides de Mars, après le coucher du soleil, dans un ciel vide de nuages, la lune passant dans le Taureau occulta la belle fixe Aldébaran. Sur le toit en terrasse du collège, Novara et Copernic avaient installé armilles, quarts de cercle mobiles, équatoriaux, globes célestes à pôle mobile, dioptres, arbalètes et l'astrolabe de Martin Behaim, ainsi qu'un sablier gradué que Nicolas veillait à retourner le plus vite possible. Troublante rencontre que celle de ces deux astres disproportionnés, l'un croissant majestueux, l'autre petit point rougeâtre, sans doute séparés l'un de l'autre par un abîme vertigineux, mais qui par effet de perspective étaient sur le point de se donner un long baiser. Dans la nuit sereine d'Émilie, l'immense croissant lunaire s'approchait en effet lentement d'Aldébaran, minuscule point rouge. Soudain, à la 5e heure, l'étoile toucha le bord austral de la Lune et disparut d'un coup entre ses cornes. « Vois-tu, Nicolas, professa Novara, en mesurant l'instant d'entrée et celui de sortie d'Aldébaran derrière le disque lunaire, nous pourrons mieux déterminer les irrégularités du mouvement de la Lune. Aldébaran devrait émerger dans environ 1 heure. Surveille le sablier, Nicolas. » « Je comprends, fit l'intéressé en hochant le menton. 1 heure, c'est le temps à peu près qu'il faut à la Lune pour couvrir dans le ciel un trajet égal à son diamètre apparent. » « Bien raisonné, Nicolas. » Une étrange griserie, à la limite de l'ivresse, prenait peu à peu les deux hommes, tandis que les grillons crissaient au loin dans la nuit tiède et embaumée. Sais-tu, Nicolas, que le spectacle admirable que nous voyons là a déjà été observé il y a 1000 ans de cela,
Je l'ai lu dans je ne sais plus quel almanach, mais je me souviens que c'était en l'an 509, à Athènes. Hélas, les cuistres de l'époque, au lieu de mesurer le phénomène, n'y ont vu qu'un signe céleste annonçant l'arrivée de l'Antéchrist. Au nom de l'astre rouge Aldébaran qui meurt entre les cornes de Phébé, entonna emphatiquement Nicolas en levant les bras au ciel. Soudain, il se figea, comme frappé d'une illumination subite. En l'an 509, dites-vous, reprit-il après un moment de profonde réflexion, mais alors il nous faut les tables. Et diable, de quelles tables parles-tu? Toutes les tables, celles des mouvements planétaires, lunaires et solaires, depuis 10 siècles. Il faut les compiler. Ne croyez-vous pas, maître, que si l'astronomie de Ptolémée doit fonctionner sans trouble, si l'univers est cette mécanique complexe, mais aussi précise qu'il prétend décrire, alors nous devrions retrouver dans les tables l'occultation d'Aldébaran par la Lune en l'an 509. Sinon, c'est que la Lune a dérivé par rapport au modèle et aux paramètres de Ptolémée. Ne m'avez-vous pas appris que selon Regiomontanus, les positions de Vénus et de Mars, calculées par les tables, sont fausses? Que les prédictions des fins des éclipses sont prématurées d'1 heure? Mais alors, si les écarts entre les prévisions et les observations deviennent aussi intolérables, c'est qu'il faut rénover le système du monde. Fut-ce cette nuit-là que Nicolas Copernic commença à concevoir ce qu'il appellera plus tard en riant son grand déménagement? Je l'ignore. En tout cas, les deux astronomes passèrent la nuit à observer d'autres étoiles dans un enthousiasme silencieux. Puis à l'aube, ils rentrèrent fourbus dans la maison de Novara. Bon, voilà psychologiquement la scène telle qu'elle a pu se passer, l'impression qu'elle a pu faire chez Copernic. Donc Copernic est rappelé par son oncle, après avoir passé pratiquement 10 ans en Italie, muni de ses diplômes de droit, de médecin, de rhétorique, de mathématiques, etc. Assez rapidement, donc d'abord il est chargé de beaucoup de choses. Il est médecin personnel de l'évêque, qui est devenu encore plus puissant dans le royaume. Il est chanoine. La charge de chanoine à l'époque est une très très lourde charge. Il fait partie donc du chapitre des chanoines de Frombork, à administrer une grande quantité de biens. Et c'est probablement donc en fait en Italie que lui vient l'idée de rénover le système du monde de Ptolémée et de proposer un autre système. Alors à l'époque, il n'a pas lu, il n'a pas encore découvert le vieux traité, d'ailleurs perdu, d'Aristarque de Samos, qui, pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous souvenez, c'était l'astronome d'Alexandrie qui, déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avait dit que la Terre ne devait pas être au centre du monde parce qu'elle était toute petite devant le Soleil et que c'était normal que ce soit le Soleil qui soit au centre de l'univers. Alors Copernic ne connaît pas cette astronomie-là, mais il a finalement la même idée. Alors pourquoi? C'est pas nécessairement pour, comment dire, pour être certain d'améliorer la précision des observations, de mieux expliquer les apparences, surtout parce qu'il a le souci de l'élégance mathématique. Il pense que, évidemment, il est croyant, bien entendu, il est chanoine, c'est Dieu qui a organisé l'univers, c'est Dieu qui a organisé le monde, donc il faut que ce soit un système du monde mathématiquement élégant. Et ça lui paraît compliqué, cette astronomie de Ptolémée, avec tous ses épicycles et ses cercles. Et donc il va chercher quelque chose de plus simple. Et quoi de plus simple que de faire tout tourner autour du Soleil? Voilà. Alors en fait, il commence par rédiger les premiers éléments de sa nouvelle théorie, qu'on va appeler la théorie héliocentrique, le Soleil au centre, sous forme donc de ce qu'on appelle le Commentariolus, qui date de 1512. Donc Copernic a déjà quand même 40 ans. Il ne va pas publier ce traité. Il va en faire quelques versions manuscrites, et en raison notamment de sa méfiance envers l'imprimerie, et puis également d'une très grande exigence vis-à-vis de la précision des calculs, etc., il estime que son travail n'est pas abouti, et il va avoir bien d'autres charges à faire. Donc il ne va se contenter simplement d'envoyer quelques copies manuscrites de son Commentariolus à quelques personnes choisies. Il fait aussi partie, c'est aussi un disciple un petit peu de l'idéal des pythagoriciens, qui considéraient qu'il ne fallait pas donner le savoir à tout le monde, et qu'il fallait choisir une élite seulement capable de comprendre ces choses-là. Copernic avait cette philosophie des choses, et c'est la raison pour laquelle il n'a fait parvenir son traité, donc dans lequel il n'y a pas ce schéma dans le Commentariolus, mais en fait, c'est en fait le schéma de Copernic avec le Soleil au centre qui va
qui est présenté, Copernic en fait va envoyer ce traité à un certain nombre de personnes bien choisies. Alors l'idée de base de Copernic, c'est la suivante. Il faut expliquer, entre autres, au-delà de l'élégance et de la simplicité apparente du système héliocentrique, il faut également expliquer, pour l'astronomie pratique cette fois-ci, il faut expliquer pourquoi les planètes ont certaines planètes au cours de l'année, sur le fond des étoiles fixes, ont des trajectoires compliquées, notamment des boucles comme la boucle de Mars. Alors, ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous souvenez de l'explication que donne le système de Ptolémée, une explication extrêmement astucieuse, mais qui fait intervenir donc des épicycles, c'est-à-dire que la Terre n'est au centre de rien du tout. Il y a ici un grand cercle qu'on appelle un déférent, qui n'est pas centré sur la Terre. La Terre est légèrement décalée. Les planètes tournent autour de petits cercles qu'on appelle des épicycles, autour du grand cercle. Le centre du petit cercle se déplace le long du grand cercle. Et tout ça tourne. Et par rapport, Ptolémée avait introduit un point particulier qui s'appelait le point Écan, pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'expliciter. Mais grosso modo, en faisant rouler le cercle, les petits cercles et les grands cercles, on pouvait reproduire les boucles avec une certaine approximation. Voilà. Donc l'idée de Copernic, c'est de remplacer ça par un système radicalement différent qui va être fondé essentiellement sur un effet de perspective. Alors c'est important la perspective parce qu'il est en Italie et il est à l'époque où l'art également est révolutionné par la perspective. Brunelleschi, Alberti posent les principes de ce qu'est la perspective, comment représenter des monuments à 3 dimensions, à 2 dimensions, en utilisant les lois de la géométrie perspective, etc. Et donc finalement, la façon dont on regarde les choses dépend un petit peu également du point de vue. Et Copernic se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas changer de point de vue et d'imaginer qu'en fait on peut expliquer ces boucles par en fait les mouvements à des vitesses différentes de la Terre et de Mars autour du Soleil. Donc on va changer de perspective. Alors regardez, c'était astucieux parce que donc, la Terre et Mars ne roulent pas aux mêmes vitesses autour du Soleil. Copernic pense que ce sont des cercles parfaits. Vous savez que les ellipses ne seront découvertes que bien plus tard par Kepler. Mais comme les vitesses sont différentes, en position 1, ben voilà, Mars donc se projette, la direction de Mars se projette là, par exemple, sur le fond lointain des étoiles, et puis en 2, 3, 4, etc. Et vous voyez que ça se décale. Et vous voyez qu'à un moment, forcément, il y a un croisement, c'est-à-dire Mars semble rétrograder dans son orbite apparente, parce que tout simplement les vitesses de Mars et de la Terre sur leur orbite sont différentes. Donc d'une certaine façon, il y a une certaine forme d'élégance là-dedans, et notamment Copernic n'a plus besoin du point Écan, qui trouvait assez laid, en fait, mathématiquement laid, ce point Écan qui avait été donc introduit par Ptolémée, qui avait été critiqué par les astronomes arabes, mais qui n'avait rien pu proposer d'autre que... Donc voici donc la base de son système. Alors il va quand même y avoir un inconvénient, c'est que quand il va vouloir ajuster sa théorie pour expliquer les observations très précises, il va s'apercevoir que ça ne suffit pas, ça, et il va devoir continuer à supposer que les planètes font des petits épicycles autour de leur trajet principal. Alors la grosse différence, c'est que évidemment tout ça s'est centré sur le Soleil et plus sur la Terre, mais malgré tout, les planètes vont faire des épicycles. Et en fait, Copernic ne va pas simplifier sur le plan mathématique l'astronomie de Ptolémée, sur le plan des prédictions, dans un premier temps en tout cas, puisqu'il va introduire même 2 fois plus d'épicycles que le système de Ptolémée. Hein ? Alors donc, comme je vous le disais, il va communiquer son manuscrit à quelques personnes intellectuelles, érudits, bien choisis. Johann Schoner, c'était un astronome, astrologue, observateur de l'époque. Et puis le grand Paracelse, un personnage extrêmement pittoresque, également aura une correspondance avec Copernic et fera partie des quelques privilégiés à recevoir le Commentariolus. Voilà. Paracelse fera partie donc de ces médecins qui vont essayer de développer l'astrologie médicale en mettant en rapport les maladies du corps humain avec les configurations astrales, ce à quoi ne croyait absolument pas Copernic. Contrairement à la plupart des astronomes de son temps, Copernic n'a jamais plongé, n'a jamais mis le doigt dans l'astrologie. Il est resté astronome et mathématicien au sens pur. Alors, l'une des questions qu'on s'est posées, c'est pourquoi n'a-t-il pas publié avant 1543 ? Parce que donc, en fait, le traité définitif est imprimé, dans lequel il y a donc les calculs complets, le système complètement exposé, date de 1543, il a 70 ans, c'est l'année de sa mort.
Alors donc les historiens, c'est peut-être ça l'un des secrets de Copernic si vous voulez. Alors les historiens se sont beaucoup débattus là-dessus. Il y a qui disent simplement il avait peur des réactions de l'Église et Kessler notamment donc l'appelle le chanoine craintif. Donc l'idée d'un homme qui de retour en Pologne a exercé ses fonctions de chanoine, n'a pas voulu bousculer la tradition, les saintes écritures et donc aurait caché sa découverte par peur des représailles de l'Église. Comme on va le voir, c'est totalement faux, car Copernic a toute sa vie été soutenu par l'Église catholique romaine pour publier ses théories révolutionnaires. Donc, c'est pas ça. Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, je vous l'ai dit, il était perfectionniste. Donc son commentariolus ne le satisfaisait pas du tout, donc c'était pas montrable, mis à part à l'état de brouillon. Je vous ai dit également qu'il se méfiait de l'imprimerie. Autre chose aussi, c'est un trait particulier de son caractère. Il ne supportait pas les critiques. Bon, c'est pas forcément une bonne chose pour un scientifique, hein, en général, il faut admettre les critiques. Mais bon, Copernic ne supportait pas ça, ce sera encore pire chez Newton. Hein. Enfin bon, ce qu'il appelait donc les sycophantes et les frelons. Parce qu'en fait, il estimait, toujours en bon pythagoricien, que en fait, les critiques proviendraient probablement de gens qui ne comprendraient rien aux mathématiques, aux nouvelles mathématiques qu'il proposait, que donc ces critiques ne seraient pas pertinentes. Il n'avait pas envie de perdre son temps à essayer de répondre à des critiques non pertinentes. Voilà. Mais surtout, la raison majeure, c'est celle qui nous concerne tous aussi aujourd'hui, c'est que tout simplement il n'a pas eu le temps. Il n'avait pas le temps de perfectionner son système astronomique, parce que pour ça il fallait énormément de travail, accumuler des observations, développer les mathématiques de son modèle. Alors pourquoi il n'avait pas le temps? Eh bien parce que voilà, il était d'abord chanoine, charge énorme, il était médecin, il était administrateur de biens, il était architecte, il a fait d'énormes constructions, des travaux d'irrigation, etc., etc. Et il a fait un grand nombre de choses, il était pleinement impliqué dans la vie sociale et politique de son époque. C'était un personnage important de la Pologne, qui aurait pu devenir encore plus important sur le plan politique que ce qu'il a été. Mais le problème, c'est qu'il a notamment proposé une réforme de la monnaie polonaise, je vais y revenir tout de suite, qui a en fait coupé complètement sa carrière politique. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important, Copernic a été en plein cœur de la réforme, c'est-à-dire la scission entre donc l'Église catholique, les papistes et les luthériens. La réforme s'est faite du vivant de Copernic, et Copernic a été pris justement dans ce mouvement de réforme qui a bouleversé tout le paysage religieux de l'Europe, où chaque université, chaque duché, chaque église devait finalement choisir son camp entre les luthériens et les papistes. Alors Copernic, sur ce plan-là, je vais y revenir, donc pas la peine. Ensuite, les chevaliers teutoniques. Je vais y revenir également. Donc, c'est une époque où les chevaliers teutoniques ont tenté à maintes reprises de conquérir, d'envahir la Pologne. Ils n'y parviendront pas, et Copernic jouera un rôle très important dans la résistance aux chevaliers teutoniques. Et puis également, comme tout un chacun, mais peut-être plus que d'autres, il aura un certain nombre de soucis domestiques, que tout ça, ça va donc faire qu'il va avoir très peu de temps à consacrer à l'astronomie pendant 30 ans. Alors, vous verrez pourquoi ça va changer à la fin de sa vie. Alors juste quelques petites précisions sur quelques-unes de ses activités. Donc c'est en 1522, Copernic, il se présente devant les princes et les seigneurs pour proposer une réforme monétaire, parce qu'il avait constaté que la monnaie polonaise, le zloty, était frappé, les ateliers de frappe de la monnaie étaient répartis dans tout le royaume. Chaque duc, chaque prince, chaque évêque avait son atelier de monnaie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il rognait la monnaie pour en retirer l'argent et l'or, et il ne laissait que le bronze, etc. Donc il y avait une dévaluation progressive de la monnaie, et Copernic avait déjà anticipé cela. Il avait dit que donc il faudrait faire une réforme fondamentale, unifier tous les ateliers, faire un atelier royal, et uniquement un seul, où tout pourrait être contrôlé. Alors évidemment, comme il présente ce projet de réforme devant tous les princes et les évêques qui bénéficient de ce système, il se fait vertement remettre à sa place, poliment bien entendu, mais vertement remettre à sa place. On lui fait comprendre qu'il a exercé son métier de chanoine et éventuellement d'astronome, mais ne pas s'occuper du reste. Et c'est très probablement la raison pour laquelle Copernic ne deviendra jamais évêque. Car normalement, soutenu par son oncle
Luca von Datzenrode, un personnage aussi important qui a fait ses études prestigieuses en Italie, qui est l'ami du pape, qui correspond avec les grands cardinaux, il aurait dû devenir évêque. Ben, c'est probablement sa tentative de réforme de la monnaie qui a coupé complètement sa carrière à la fois ecclésiastique et politique. Alors, comme je vous le disais également, il est contemporain donc de la réforme avec Luther et Mélenchon. Alors, quand beaucoup de personnes pensent après avoir lu rapidement certaines choses, que Copernic n'a pas osé publier parce qu'il avait peur des réactions de l'Église. Je vous ai dit que c'était tout à fait faux tout à l'heure, car donc il est toujours resté au sein de l'Église catholique romaine et encouragé. En revanche, effectivement, les luthériens vont immédiatement lancer une sorte de fatwa contre Copernic, et Luther notamment, dans ses propos de table, en 1539, il écrira, en parlant de Copernic, le fou qui veut renverser complètement l'art de l'astronomie. Et comme l'enseignent les Saintes Écritures, Josué a ordonné au soleil de s'arrêter et non pas à la terre. Donc en fait, du vivant de Copernic, les seules critiques théologiques viendront des luthériens, dont il n'a absolument que faire, parce que lui, de toute façon, reste tout à fait fidèle à l'Église catholique romaine. Alors également, ces aventures avec les chevaliers teutoniques, dont vous avez peut-être tous vu Alexandre Nevsky, là, le beau film de Einstein, où déjà on voit qu'au Moyen-Âge, les chevaliers teutoniques, c'est un ordre moitié religieux, moitié guerrier, assez barbare, etc. Et donc à cette époque-là, ils continuent à faire des incursions dans les différents royaumes de Pologne, parce qu'ils n'ont pas de terre vraiment à eux, et ils viennent piller les villages, violer les femmes, tuer les hommes, enlever les enfants, enfin tout un tas de malversations. Et en fait, le grand maître de l'ordre des chevaliers teutoniques de cette époque-là s'appelle Albert de Hohenzollern, qui n'est pas un barbare, qui est relativement éclairé. Il s'intéresse notamment aux mathématiques, à l'astronomie. Il s'intéresse en fait aux théories de Copernic, mais en fait il va être un ennemi juré de Copernic parce que Copernic va lutter contre tous les projets, évidemment, d'expansion et de développement des chevaliers teutoniques. Et en fait, donc, au cours d'une dernière tentative en fait, de prise du royaume de Pologne par les chevaliers teutoniques, ça se passe dans les années 1530 à peu près, l'ensemble de la Pologne va se soulever, va prendre les armes contre les chevaliers teutoniques, Copernic en tête, il va défendre pied à pied, l'épée en main, ses paroisses, etc. Et les chevaliers teutoniques vont être vaincus. Albert de Hohenzollern va être obligé de faire la paix, de signer un traité de paix avec le roi de Pologne, et il va séculariser son ordre, qui ne va plus être un ordre religieux, et il va fonder le duché de Prusse, en 1525, par un traité. Et quand on sait le rôle que va jouer après la Prusse dans toute l'histoire de l'Europe qui va suivre, on voit que Copernic est l'un des responsables, en fait, de cette défaite, donc l'un des responsables de la formation de la Prusse, qui après, au cours des siècles, va finir par prendre en tenaille, avec l'autre duché de Brandebourg de l'autre côté, va prendre en tenaille la Pologne. Voilà. Alors également, je faisais part de certains soucis domestiques de Copernic. Alors comme Copernic n'a jamais été nommé évêque, donc il aura toujours au-dessus de lui des supérieurs ecclésiastiques, et notamment un personnage qui s'appelait Dantiscus, parce qu'en fait il était évêque à Danzig, qui va être donc l'évêque supérieur, le supérieur de Copernic. Et vous savez que parmi les critiques que faisaient les luthériens et les réformés contre l'Église catholique romaine, c'était le dévergondage absolu des papes qui avaient des papes à Rome, des grands cardinaux qui avaient des maîtresses, des enfants cachés, etc., etc. Luther disait c'est une grosse hypocrisie, les prêtres doivent se marier, donc moi je me marie, donc il est allé enlever une jeune nonne dans un monastère, et il l'a épousée, il dit il faut pas être hypocrite. Alors du coup ça a donné un petit peu des idées aux catholiques en disant bon peut-être c'est vrai que sur ce plan-là ils n'ont pas complètement tort, il faudrait donner un petit peu à nouveau l'exemple. Et Copernic il se trouve qu'en fait il avait une gouvernante, que tu peut-être sans doute une cousine éloignée, pour laquelle il avait plus que de l'affection. En fait, il vivait maritalement avec cette gouvernante. Voilà. Et donc, vers un moment, il a été vertement réprimandé par l'évêque qui lui a sommé
de se séparer de sa gouvernante, ce qui était une véritable déchirure pour lui, tiraillé entre effectivement un retour à une certaine bienséance ecclésiastique et puis son amour très profond et très sincère pour cette femme avec qui il vivait depuis quelques années. Donc beaucoup de soucis, d'échanges de lettres, etc. Donc Dantiscus à la fois admiratif de l'œuvre mathématique encore non publiée, mais dont il avait entendu parler de Copernic, et puis soucieux de le réprimander pour son attitude. Alors Copernic aura en revanche certains soutiens, et notamment quelqu'un qui va pendant des années le pousser à poursuivre son travail d'astronome, qui était en fait un jeune homme qu'il avait connu en Italie, Tiedemann Giese, qui deviendra évêque, lui, de Culm. Et en fait, ils se verront extrêmement souvent, ils auront beaucoup de discussions extrêmement fructueuses. Bien, alors qu'est-ce qui va changer? Copernic est un homme, commence à être un homme âgé, hein, il a plus de 60 ans, donc à cette époque c'est vraiment un vieillard, il a perdu beaucoup de son énergie. S'il n'y avait pas eu un jeune homme nommé Joachim Rheticus, qui vienne le relancer sur la fin de sa vie, Copernic n'aurait jamais publié. Et on n'aurait pas les révolutions des orbes célestes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Joachim Rheticus, en fait, c'est, donc vous voyez ces dates, 1514-1574, c'est un jeune homme qui assiste à l'âge de 10 ans à l'exécution publique de son père. Son père était médecin, accusé de sorcellerie. À l'époque, il y avait beaucoup de procès en sorcellerie. Il suffisait de déplaire à quelqu'un pour être dénoncé. Donc son père a été dénoncé. Il a eu la tête coupée devant sur l'échafaud, en place publique. Son fils a assisté à ça. Donc on peut imaginer l'effet psychologique que ça doit faire. Donc en fait, Rheticus est recueilli par une famille luthérienne en Suisse, qui va lui donner une éducation à l'université. Parce que chez les luthériens, il y a une réforme des universités. Les grandes universités de Melanchthon, etc., Wittenberg, etc., sont des universités très prestigieuses et qui délivrent un très bon enseignement. Et on s'aperçoit rapidement qu'Héréticus est une sorte de petit génie des mathématiques et de l'astronomie, il comprend tout de suite. Voilà. En plus, il est une beauté à damner tout le monde. Donc en fait, Rheticus va être homosexuel, mais donc persécuté toute sa vie pour son homosexualité, puisqu'évidemment, à cette époque, c'est un péché absolument mortel. Alors toujours est-il que Rheticus découvre au cours de son enseignement d'astronomie le Commentariolus, un manuscrit qui traîne chez un de ses confrères. Il lit le Commentariolus, il tombe à la renverse, parce qu'il comprend que c'est là la nouvelle vérité du monde qui doit remplacer celle de Copernic. Et donc il va avoir de cesse, en fait, d'aller rencontrer Copernic. On peut y voir aussi une sorte de quête d'un second père, pour voir cet homme et travailler pour lui, et mettre entièrement son savoir mathématique, son savoir-faire mathématique et calculatoire, donc au service du vieux Copernic. Alors donc Copernic va le recevoir, donc je vous ai dit, c'est une époque où il est déjà un peu désabusé, âgé, il n'a plus envie de faire quoi que ce soit, de critique, etc. Et devant ce jeune homme bouillonnant, il est un peu méfiant, mais il finit par se laisser convaincre et de voir qu'en fait ce jeune homme est effectivement brillant et que c'est l'un des rares esprits de son temps capable de comprendre ce qu'il a voulu dire dans le Commentariolus. Alors Rheticus lui propose même en fait de rédiger lui-même sous son nom, sous le nom de Rheticus, un premier traité de vulgarisation de l'astronomie copernicienne qui va s'appeler Narratio Prima, le premier exposé sur l'astronomie copernicienne, pour qu'il n'y ait pas le nom de Copernic en gros au cas où il y aurait des soucis avec l'Église. Et donc il prend en charge la publication, toutes ces choses-là, et c'est en 1540 que paraît donc la Narratio Prima. Donc vous voyez qu'en fait, il y a quand même le nom de Copernic, le révérend docteur Nicolas Copernic de Toruń, qui est cité comme en fait l'auteur du système qui va être exposé, de la Narratio Prima. Rheticus prend le pseudonyme de Alcinous, qui était en fait un philosophe disciple de Platon, qui toute sa vie également avait œuvré pour faire reconnaître au monde la pensée de Platon. Donc ça donne un petit peu l'idée des rapports d'admiration extraordinaires de maître à élève qu'avait le jeune Rheticus face à Copernic, et donc il va envoyer, donc là ça va être vraiment un ouvrage imprimé, et il va envoyer un certain nombre de correspondants, dont Achille Gasser, qui était un médecin. Vous savez, à l'époque, hein, les médecins étaient souvent également mathématiciens, astronomes, c'était l'humanisme de l'époque. Pour la petite histoire, Achille Gasser, c'était le fils de l'homme qui avait recueilli
Rhéticus après l'exécution de son père. Hein. Donc évidemment, ils étaient très amis et très intimes. Et Achille Gasser écrira une magnifique préface en fait sur ce nouveau système de Copernic. Et voyant que c'est plutôt très bien accueilli, en tout cas chez les catholiques, eh bien Rhéticus Copernic parvient à convaincre Copernic de enfin rédiger les révolutions des orbes célestes. Donc c'est vraiment grâce à Rhéticus que cette révolution astronomique va se manifester. Alors, je vous ai montré des portraits, je n'en ai pas trouvé de Rhéticus. Par Rhéticus, qui pourtant un personnage tellement important, parce qu'il a fait beaucoup de choses également. Il a travaillé sur les tables de logarithmes, il a fait une quantité de travaux extraordinaires, mais il a toute sa vie été persécuté, parce qu'après la mort de Copernic, d'abord on l'accusera d'être responsable en partie de la mort de Copernic, comme s'il l'avait trahi. Après, il sera surtout poursuivi pour son homosexualité, etc. Et à sa mort, tous ses livres seront brûlés dans un auto-da-fé, donc il reste quasiment rien de Rhéticus. Les deux choses que j'ai trouvées, c'est quand même un cratère de la Lune qui porte son nom, et puis à Frombork, la ville où a exercé Copernic, il y a un hôtel, je ne suis pas allé encore, qui s'appelle l'hôtel Rhéticus, c'est à peu près le seul hommage qui reste à cet homme. Donc, en tout cas, voilà donc l'ouvrage de Copernic est publié enfin sur les presses de Nuremberg, en pays réformé, en 1543, donc sous la houlette de Rhéticus. Copernic laisse faire. Hein, Rhéticus a considérablement amélioré le côté mathématique de l'astronomie de Copernic. Il a fait beaucoup de calculs. C'est lui qui a été chargé de compiler toutes les tables anciennes pour accorder les observations astronomique au nouveau système du monde, et c'est lui donc qui s'est occupé de l'édition, de la préparation de l'édition. Alors ce traité fondamental, il reste une quinzaine, je crois, d'exemplaires de l'édition originale dans les bibliothèques du monde. Donc c'est un ouvrage absolument fondamental de toute l'histoire des sciences. Alors, pour bien rappeler que cet ouvrage a été en fait soutenu par les papistes, par l'Église catholique romaine, cet ouvrage contient notamment une lettre de soutien très forte à la théorie de Copernic par l'un des amis de Copernic, qui est un grand cardinal exerçant en Italie, il s'appelle le cardinal Schönberg, et surtout Copernic écrit une magnifique dédicace au pape Paul III, l'ancien Farnèse, l'ancien cardinal Farnèse, dans lequel il dit vraiment ce qu'il pense. Là, je vais vous lire un petit extrait de cette chose. Mais en fait, j'avais oublié de vous lire quelque chose. Je voulais vous dire quelque chose au moment où je vous ai parlé de la perspective, du rôle important de la perspective dans Copernic. Donc dans le roman, c'est une scène qui se passe en fait juste au retour d'Italie de Copernic, lorsqu'il revoit pour la première fois, donc c'est à l'époque où il s'apprête à rédiger le Commentariolus, il rencontre son oncle, Lucas van Zenrode, et il y a ce dialogue suivant où finalement il va lui révéler l'idée qu'il a eue en Italie. Donc c'est Copernic qui s'adresse à son oncle. Bon, vous avez, je suppose, lu un jour l'Almageste, fit-il en prenant des allures comiquement pédantes. Eh bien, pour ma part, depuis maintenant bientôt 15 ans que je le dissèque, que je le tourne et le retourne dans tous les sens, en grec, en latin et même en allemand, je reste désemparé par l'extrême complication de la mécanique céleste que Ptolémée et ses successeurs nous imposent depuis tant de siècles. Tu n'es pas le premier à le dénoncer, mon neveu, à ce que j'en sais. Détruire est parfois une bonne chose, mais que construire à la place? La simplicité, mon oncle, la simplicité. La nature ne fait rien de superflu, rien d'inutile. Elle s'est tirée de nombreux effets d'une cause unique. Or, qu'ont fait les astronomes depuis l'Almageste, avec leurs adaptations, leurs paraphrases, leurs commentaires, des recettes de cuisine? Un bricolage compliqué, fait de dizaines de sphères de cristal connectées entre elles par d'absurdes engrenages. Je comparerai leur œuvre à celle d'un homme qui, ayant rapporté de divers lieux des mains, des pieds, une tête et d'autres membres, très beaux en eux-mêmes, mais non pas formés en fonction d'un seul corps et ne se correspondant nullement, les réunirait pour en former un monstre plutôt qu'un homme. Eh bien non, au lieu de cette église biscornue qui ne tient debout que grâce à 1001 contreforts, j'érigerai un temple antique, un toit, un simple toit soutenu par de fines colonnes, et au centre, le tabernacle. Si Dieu est, comme je le pense, le plus grand des architectes, il a construit sa maison, non pas comme un anonyme compagnon des temps obscurs, mais comme Brunelleschi. Bon, abrège, mon garçon, et cesse de tourner autour du pot. On dirait que tu as peur de ce que tu veux me dire. Je ne suis pas ton professeur, encore moins ton élève, je suis ton oncle. Alors,
Bon, alors, tenez-vous bien au pommeau de votre selle. Vérifiez si vos pieds sont bien engagés dans vos étriers, car même un aussi bon cavalier que vous risquez de tomber à terre après avoir entendu ce que je vais vous dire. Oui, j'ai peur. Quand à Rome, devant de grands personnages et les meilleurs savants du siècle, et même devant mon maître Dominique Novara, je n'osais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je ne pouvais formuler les conclusions qui s'imposaient. Et mon auditoire non plus, comme si nous étions face à un mur invisible qui nous empêchait d'aller plus loin vers la vérité. Lucas regardait son neveu comme s'il le découvrait pour la première fois. Nicolas, en effet, avait abandonné son ton léger et pédant pour une étrange exaltation qui faisait vibrer sa voix, d'ordinaire grave et posée. Alors l'évêque lui aussi eut peur de ce qu'il allait entendre, qu'il croyait deviner comme un fantôme dans le brouillard. Durant de longues années, poursuivit Nicolas, j'ai collecté toutes les observations faites au fil des siècles. Je lu et relu tous les philosophes qui traitaient du sujet. Et aujourd'hui, si mon âme est encore tourmentée par le doute, ma raison, elle, est sûre d'avoir atteint la vérité. Cela paraîtra difficile ou même incroyable, mais avec l'aide de Dieu, je le rendrai plus clair que le soleil, du moins pour ceux qui ne sont pas étrangers aux mathématiques. Ma raison me dit que le soleil est au centre de tout, au centre de l'univers, que la Terre tourne autour de lui, comme Mercure et Vénus devant elle, comme Mars, Jupiter et Saturne derrière. Que la Terre tourne aussi sur elle-même, sur son axe, ce qui nous donne l'impression fausse d'un soleil mobile et de la rotation des étoiles fixes. Mon oncle, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir envoyé en Italie, car là-bas j'ai compris que la Terre joue pour le monde le rôle de la tavoletta utilisée par Brunelleschi quand il a découvert les lois de la perspective. Une fenêtre mobile, c'est la mobilité des points de vue qui explique les mouvements apparents des planètes. Et là, mon âme répond, qui es-tu, petit Copernic, pour déménager ainsi l'univers et aller à l'encontre de toutes les apparences, de tous les savants et même des saintes écritures? Puis, se jugeant trop solennel, Nicolas eut un petit rire et ajouta « Ouf! Cela va mieux, j'ai l'impression de sortir de votre confessionnal. » Voilà. Bon. Alors, la lettre maintenant, un tout petit extrait de la longue dédicace et magnifique préface à Paul III. La voici, on voit bien la position que Copernic a vis-à-vis de son nouveau système. Il ne va pas du tout prendre de pincettes pour exposer ça. Votre autorité, il s'adresse au pape, votre autorité me servira de bouclier contre les méchants, malgré le proverbe qui prononce qu'il n'y a pas de remède à opposer à la morsure d'un calomniateur. Je suis certain que les savants et profonds mathématiciens applaudiront à mes recherches si, comme il convient aux vrais philosophes, ils examinent à fond les preuves que j'apporte dans cet ouvrage. Si des hommes légers ou ignorants voulaient abuser de quelques passages de l'écriture dont ils détournent le sens, je ne m'y arrêterai même pas. Je méprise d'avance leurs attaques téméraires. Les vérités mathématiques ne doivent être jugées que par des mathématiciens. Culotté. Il écrit ça au pape. Le pape le soutiendra, pendant un certain temps en tout cas. Hein. Mais voilà. Voilà. Il y a une préface anonyme dans le De Revolutionibus qui a été faite à l'insu de Copernic et même à l'insu de Rhéticus qui n'avait pas pu surveiller entièrement le processus de l'impression. Et pourquoi y a-t-il eu cette préface anonyme? Parce que l'impression s'est faite à Nuremberg en fief réformé. Et les réformés étaient les ennemis jurés de Copernic. Et donc il y a un théologien anonyme pour l'instant qui a rédigé un avant-propos, une préface, au lecteur sur les hypothèses qui suivent dans ce livre. Et en fait, le contenu de cette préface est une trahison de la pensée de Copernic, puisque cette préface dit, entre autres, « Il n'est pas nécessaire que les hypothèses soient vraies ou même vraisemblables. Une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. Aucun philosophe ne saurait ni atteindre ni enseigner quoi que ce soit de certain, à moins qu'il ne lui soit révélé par Dieu. Laissons donc ces nouvelles hypothèses se faire connaître parmi les anciennes, nullement plus vraisemblables. » C'est exactement le contraire de ce que Copernic a écrit au pape en termes de dédicace. C'est une véritable trahison de sa pensée. Cela a énormément affecté Copernic, qui a pu croire que Rhéticus était responsable de ça et qui a pu croire à une trahison
de Rhéticus. J'ai imaginé dans le roman en fait qu'à la lecture, à la découverte de cette préface, lorsqu'il a enfin reçu le livre, il était déjà malade en fait, il a eu une attaque cérébrale et parce qu'il est effectivement mort quelques mois après avoir reçu le livre. C'est une hypothèse vraisemblable. Alors donc qui est l'auteur de cette préface anonyme? Alors voici une reproduction de l'un des exemplaires de l'édition originale du De Revolutionibus, dans lequel on voit une mention manuscrite qui dit, c'est écrit en latin, « Maintenant je suis certain que cette lettre, c'est-à-dire en fait la préface, est d'Andreas Osiander ». Qui c'est qui a écrit ça? Ben, c'est le propriétaire de cette édition de Revolutionibus, qui est un astronome allemand qui s'appelle Michael Mestlin, qui va en fait jouer un rôle capital, puisqu'il va faire le lien entre Copernic et Kepler. Mestlin, élève de Rhéticus, va devenir le maître de futur Kepler, qui va être le grand défenseur de Copernic. Et c'est Michael Mestlin, qui est par toute une série de recoupements historiques, etc., va dévoiler qui est l'auteur, le véritable auteur de la préface anonyme de Copernic. C'est ce théologien payé par Mélenchon et par Luther pour discréditer la théorie de Copernic, Andreas Osiander. Pour être remercié d'avoir écrit cette préface anonyme, il sera en fait nommé sera nommé recteur de la nouvelle université de Königsberg, fondée par qui? Albert de Prusse, l'ennemi juré de Copernic, et qui s'était converti, lui, à la réforme. Donc voilà, vous voyez comment tout se recoupe. Alors, c'est quand même une histoire là parce que pendant 50 ans, jusqu'à ce que Mestlin découvre en fait le véritable auteur de cette préface, beaucoup de gens ont cru que c'était Copernic qui, au dernier moment, avait eu peur et avait eu un regret et avait écrit en fait cette préface pour prendre ses précautions, ce qui n'était donc absolument pas le cas. Voilà. Je passe ça, je n'ai pas le temps. Alors maintenant, pour finir, j'étais un peu long, un petit peu quelle est la suite, un petit peu l'impact de Copernic ne va pas être immédiat, il va être un petit peu décalé dans le temps. Comme je dois faire rapidement le pont avec la séance prochaine, qui ira directement à Newton, ben, entre Copernic et Newton, il y a eu au moins 3 personnages fondamentaux et incontournables, sinon 4, qui sont évidemment Tycho Brahe, Kepler, Galilée et également Descartes. Voilà. Et là, évidemment, la nouveauté du système de Copernic va jouer un rôle essentiel dans le travail et la pensée de ces astronomes. Ça, c'est de la reproduction d'un tableau fait à l'époque un petit peu romantique. Hein. On voit donc Copernic dans une position un peu extravagante au sommet de son observatoire. Je dois dire, là, Copernic s'était construit un petit observatoire, mais en fait, au cours de sa vie, comme je dis qu'il n'avait pas le temps, il a fait très peu d'observations astronomiques, et en plus, quand il voulait en faire, il y avait du brouillard, où il faisait mauvais temps. Ben, on est au nord de la Pologne. En plus, il avait mis son observatoire sur les rives de la Vistule. Et en fait, il y a toujours du brouillard le matin et le soir. Et donc Copernic n'a jamais observé une seule fois dans sa vie Mercure. Ben oui, parce que Mercure il est toujours tout près du Soleil. Donc on ne le voit que soit à l'aube, soit au crépuscule. Donc Mercure, toujours perdu dans les brouillards de la Vistule, n'a fait l'objet d'aucune observation de Copernic. Et en fait, sur l'ensemble des milliers d'observations citées par Copernic, il y en a 30 qui lui appartiennent seulement. 30 qu'il a faites pendant 35 ans d'astronome. Vous voyez qu'il était astronome, il n'a fait que 30 observations. Bon, voilà. Et donc, en fait, il a utilisé les observations des autres pour faire son traité. Bon, parmi les astronomes qui vont s'intéresser au système de Copernic après sa mort, bon, voici quelques-uns, Caspar Peusser, et puis un autre qui s'appelle Erasmus Reinhold, qui, là c'est intéressant Reinhold, parce que sans adhérer vraiment au système de Copernic, il va en fait calculer de nouvelles tables astronomiques, mais cette fois-ci fondées sur le système de Copernic, simplement pour voir si c'est plus précis que les tables précédentes fondées sur Ptolémée. Alors c'est les tables précédentes, c'est les tables alphonsines, les tables arabes, etc., etc. Et il va appeler ça les tables pruténiques parce qu'en fait, il va dédier ces tables-là à qui? Alberto, que vous voyez, c'est toujours le même, c'est Albert de Prusse. Hein, voilà.
Donc ce sont les tables prussiennes, prussianiques, qui datent de 1557, qui paradoxalement, donc en hommage à Albert de Prusse, ce sont quand même des tables qui sont fondées sur l'astronomie copernicienne et qui vont s'avérer effectivement meilleures et plus précises que les tables ptoléméennes. Ça ne va pas suffire pour faire adopter Copernic, loin de là. Et donc en fait, les maillons qui vont relier Copernic à la suite de l'astronomie, donc je vous ai parlé très brièvement de Michael Mestlin, qui va être donc l'un des premiers coperniciens à dispenser un enseignement secret. Michael Mestlin, toujours en pays réformé, il est professeur d'astronomie à l'université de Tübingen. On le charge d'enseigner officiellement Ptolémée. Et il prend par-devers lui ses meilleurs étudiants chaque année, il en repère un ou deux, et il leur fait des cours particuliers où il enseigne aussi l'astronomie de Copernic. Parmi ses étudiants, il y aura Kepler. Et puis évidemment, après, il y aura Galilée. Qu'est-ce que je vous montre ici? C'est encore un autre exemplaire d'une édition originale du De Revolutionimus de Copernic qui a appartenu à un astronome anglais qui s'appelait Thomas Dix, qui a été en fait le premier copernicien anglais. Et qu'est-ce qu'il a écrit en marge, enfin dans la note? Il a marqué en haut The Common Opinion Errs, l'opinion commune se trompe, simplement, c'est-à-dire qu'il prend parti dans ce traité pour le système de Copernic contre le système de Ptolémée. Et en fait, dans cet ouvrage qui paraît en 1576, donc on est 35 ans après la mort de Copernic, une parfaite description des orbes célestes selon l'ancienne doctrine des pythagoriciens revisitée par Copernic. Il va plus loin que Copernic, car pour la première fois, il ose imaginer que les étoiles ne sont pas toutes à la même distance de la Terre, puisque Copernic, il avait mis le Soleil au centre du monde, mais il n'avait pas touché au reste. Et donc, il continue à supposer, comme les anciens, que l'univers était fini, le monde était clos par une ultime sphère formée par les étoiles fixes, toutes à la même distance. Hein, voilà. Alors, en revanche, Dix, pour la première fois, commence à soupçonner que peut-être les étoiles, par effet de perspective, nous semblent à la même distance, mais en fait, elles peut-être se déploient dans un espace infini. Donc il est à la fois copernicien et il pousse plus loin la révolution copernicienne qui va faire également passer de ce qu'on appelle le monde clos à l'espace infini, au futur univers infini qui sera promu par Descartes et par Newton. Mais avant Descartes et Newton, vous savez que l'espace infini va être proposé par Giordano Bruno, et vous savez que Giordano Bruno sera brûlé par l'Inquisition à Rome en 1600 pour un certain nombre donc d'hérésies à la fois astronomiques et théologiques, notamment portant sur la pluralité des mondes habités qui posaient des problèmes théologiques un peu inextricables sur le lieu de la réincarnation et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, très brièvement, pour finir, alors maintenant je vais vous dire quelques mots de Tycho Brahe, de Galilée, de Kepler. Il est évident que chacun de ces personnages mérite largement un livre, sinon plusieurs, et une conférence tout entière. Donc là, simplement, comme la prochaine est consacrée à Newton et à ses suivants, je fais juste la transition très rapide. Donc Tycho Brahe, c'est ce fameux astronome danois d'origine noble qui, très jeune, manifeste un don exceptionnel pour l'astronomie d'observation. C'est pas un très bon mathématicien, pas un bon théoricien, mais c'est un observateur exceptionnel. Il sait construire les meilleurs instruments de l'époque. Il a les moyens pour cela, il est riche, etc. Et puis en 1572, il y a une étoile nouvelle qui apparaît dans le ciel, dans la constellation de Cassiopée. Tous les astronomes d'Europe l'observent. Tycho l'observe mieux que les autres. Et il montre que cette étoile, c'est pas une comète, c'est pas une planète, c'est bien une étoile. Qui appartient donc au monde supposé des étoiles fixes. Et comme selon Aristote, les étoiles étaient supposées invariables, inchangeantes, immuables, c'était une faille terrible dans la philosophie aristotélicienne, c'est-à-dire qu'il y avait un événement nouveau qui apparaissait dans le monde des étoiles fixes. Ça va être l'une des premières lézardes dans toute l'astronomie antique et ptoléméenne. Après, Tycho Brahe va faire de nombreux travaux également sur les comètes, où il va montrer que les comètes ont des trajectoires très allongées, et donc il est impossible que les orbes planétaires soient des sphères de cristal solide, comme c'était encore supposé à l'époque, parce que sinon les comètes n'auraient pas pu traverser ces sphères de cristal, et donc il va être un rénovateur de l'astronomie. Alors vous savez sans doute que grâce à l'observation de cette
de cette nova de 1572 et donc à tous les services qu'il a rendus au roi du Danemark, Frédéric, on va lui offrir une île entière, l'île de Ven, entre le Danemark et la Suède, pour y construire un observatoire extraordinaire qui va être Uraniborg. Donc ça, c'est des planches extraites d'un des plus beaux livres illustrés de Tycho Brahe. Ça, c'est le plan de l'île. Ça, c'est le plan du palais des étoiles qu'il a appelé Uraniborg, qui va faire reconstruire à la mode italienne. Et cet observatoire va être équipé des meilleurs instruments. Donc là, c'est une scène où on représente Tycho Brahe lui-même en train d'observer, de pointer les événements célestes et de dicter à ses assistants l'heure, les coordonnées, etc. Il a collecté les positions pendant 30 ans d'activité à Uraniborg, les positions de pratiquement de 1022 étoiles, avec une grande précision qu'il a mise sur un globe céleste et dans des tables astronomiques. Et il a fini par construire un deuxième observatoire un peu à l'écart de l'île, qui va appeler cette fois-ci le palais des étoiles et non plus le palais d'Uranie, avec des instruments souterrains pour être protégé de la pluie, avec des choses qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Et donc voilà, avec tout un ensemble d'instruments qui sont que des instruments de visée, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore la lunette de Galilée, tout ça c'est avant l'invention de la lunette télescopique, qui ne sont que des instruments de visée, mais tellement grands qu'il va en fait améliorer les précisions des observations d'une manière absolument fantastique. Et c'est grâce aux observations de Tycho Brahe qu'on va pouvoir effectivement comparer les systèmes entre eux. Alors, Tycho Brahe va avoir la prétention de proposer un système du monde qui n'est ni celui de Ptolémée ni celui de Copernic. Tycho refuse. Il a beaucoup d'admiration pour Copernic, mais il refuse d'adopter le système de Copernic et il choisit un système intermédiaire qu'on appelait le système tychonien, dans lequel en fait la Terre reste au centre de l'univers, vous voyez, mais toutes les autres planètes tournent autour du Soleil, qui tournent autour de la Terre. Donc c'est un système bâtard, intermédiaire entre le système ancien et le système moderne. Et en fait, Tycho ne voudra jamais les mordre de ce modèle-là. Et lorsqu'il aura Kepler comme assistant à la fin de sa vie, il demandera à Kepler, qui perçoit que c'est un véritable génie mathématique, de confirmer et de poursuivre ses travaux et son système tychonien. Mais Kepler, lui, a compris tout de suite que Tycho se trompait, c'est un copernicien convaincu, et Kepler va s'emparer des observations de Tycho Brahe pour promouvoir non seulement le système de Copernic, mais pour aller plus loin. Donc Copernic, très rapidement, un jeune homme né dans des conditions effroyables, dans la misère, etc., il a la chance quand même de poursuivre des études, il s'avère un génie extrêmement précoce, et en 1596, alors qu'il est un petit professeur de mathématiques, il a eu une idée géniale, fausse, comme toutes les idées géniales, qui publie dans un premier ouvrage qui s'appelle Le secret du monde, où il croit carrément avoir découvert l'organisation géométrique du système solaire, fondée en fait sur l'emboîtement des polyèdres réguliers connus à l'époque. Bon, je passe rapidement. La découverte essentielle de Kepler, après avoir travaillé avec Tycho Brahe et avoir compilé pendant 9 ans les données astronomiques, c'est de comprendre enfin que les orbites planétaires ne sont pas des cercles, des compositions de cercles, mais des ellipses. Donc il a commencé sur l'orbite de Mars et en 1609, il publie l'astronomie à nova, l'astronomie nouvelle, qui est vraiment la grande révolution, qui à la fois est totalement copernicienne, mais surtout qui se débarrasse du présupposé des cercles en accouchant de l'ellipse. Voilà. Donc c'est vraiment l'astronomie nouvelle qui va être fondée. Plus tard, dans Harmonices Mundi, l'harmonie du monde, il va découvrir la loi fondamentale à 3 sur T2 égale constante, qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Et il va en 1627 publier des tables fort utile pour les navigateurs, les géographes, les tables rudolphines, car dédiées à l'empereur Rodolphe, dont il était le mathématicien impérial, qui sont fondées sur l'astronomie à la fois copernicienne et les données observationnelles de Tycho Brahe, ce qui lui permettra de faire un certain nombre de prédictions astronomiques, dont notamment des passages de Mercure et de Vénus devant le Soleil, des choses auxquelles il n'assistera pas de son vivant, mais si je le mentionne là, c'est parce que ça fera partie du sujet de mon troisième exposé, le rôle fondamental des passages de Vénus devant le Soleil pour prouver, pour asseoir l'astronomie de Copernic et de Newton. Voilà, bon, je passe là-dessus. Simplement pour dire que Kepler s'est opposé en fait à l'idée de Giordano Bruno d'un espace infini, parce qu'il a fait le raisonnement suivant. C'est lui qui est le premier a mis en avant ce qu'on appelle le paradoxe de la nuit noire.
Kepler fait le raisonnement suivant en 1621. Admettons que, comme dans le système de Bruno ou de Dix que je vous ai montré, les étoiles se répartissent dans un espace infini. Alors, dans quelque direction que l'on regarde, la ligne de visée finirait toujours par rencontrer la lumière d'une étoile. Et comme à l'époque, on croyait que les étoiles étaient éternelles, ça voulait dire que si les univers étaient infinis, l'espace serait entièrement plein de lumière, d'étoiles de partout. Comme ce n'était pas le cas, puisque la nuit est noire, Kepler a dit la seule solution possible, c'est que l'espace est fini. Et donc infini, on voit entre les étoiles, et donc c'est le noir. Voilà. Donc ça, c'est la proposition de Kepler. Donc en fait, le paradoxe de la nuit noire sera résolu autrement plus tard, avec non pas la finitude de l'espace, mais la finitude du temps. Et là, je finis des étoiles. Pour finir, Galilée, donc je mentionne juste les premières observations astronomiques de Galilée, 1610, l'usage enfin de la lunette et la publication du Messager céleste en 1610, dans lequel il y a les croquis donc, de la Lune, les phases de Vénus, la découverte des satellites autour de Jupiter. Et donc, en fait, le fameux procès de Galilée, donc ça c'est une gravure célèbre qui montre comment Galilée commence à expliquer aux notables, aux doges de Venise, etc., que la lunette, ça peut servir également à repérer les navires ennemis qui s'approchent du port, etc. Donc il a beaucoup profité au début de l'utilisation de la lunette pour avoir des postes plus importants, pour avoir de l'argent, etc. Et puis les choses vont dérailler. Quand il va publier son dialogue sur les deux grands systèmes du monde en 1632, où il va finalement d'une certaine façon ridiculiser l'astronomie de Ptolémée et prendre réellement parti pour l'astronomie de Copernic, comme vous le savez, il y aura son procès face au grand inquisiteur, et donc il devra abjurer. Donc ça, finalement, c'est le contre-coup. Vous voyez que Copernic, lui, n'a jamais été inquiété de son vivant, et c'est 50 ans plus tard, ce sont les coperniciens qui sont effectivement inquiétés par l'Église catholique romaine, qui, entre-temps, a compris la subversion possible du système de Copernic, qui déplace l'homme du centre d'intérêt majeur de l'univers, ce qui va poser évidemment des tas de problèmes à l'Église de l'époque. Voilà. Et donc, en fait, il faut savoir, je vais conclure là-dessus parce que j'ai pris pas mal de temps, il faut savoir en fait que les discussions entre la validité du système ancien de Ptolémée, la validité du système de Copernic ou la validité du système intermédiaire de Tycho Brahe vont se poursuivre jusque pratiquement la fin du XVIIe siècle. Et là, par exemple, c'est un ouvrage qui date des années 1670, qui montre dans le frontispice, vous voyez, ça s'appelle Harmonia Macrocosmica, l'harmonie du macrocosme, qui montre ensemble les personnages dont les systèmes sont affichés ici. Là, vous avez en fait Tycho Brahe avec sa grande moustache. Ici, vous avez le docteur Copernic, vous avez Ptolémée, les astronomes anciens, etc. Et l'auteur discute de la validité des trois systèmes, des avantages et des inconvénients de chacun des systèmes. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 50 ans, ça va être le système de Tycho Brahe qui va être en fait adopté, y compris par l'Église catholique romaine, quand ils vont demander à des astronomes jésuites de finalement faire leur choix. Ils vont choisir le système de Tycho Brahe qui est un compromis, parce qu'ils voyaient bien que l'astronomie Ptolémée, ça ne marchait plus, et ils refusaient l'astronomie copernicienne de Copernic et de Galilée. Et donc, pendant très longtemps, ils ont défendu le système de Tycho Brahe. Comme je vous le disais, il faut attendre pratiquement la fin du XVIIe siècle, et même le début du XVIIIe siècle, pour avoir la première preuve directe astronomique du mouvement de la Terre dans l'espace. Et donc, effectivement, les systèmes de Tycho Brahe et de Ptolémée vont être définitivement abandonnés 150 ans pratiquement après la mort de Copernic. Donc vous voyez que la révolution copernicienne, c'est une vision d'historien après coup. Elle ne s'est pas faite en une seule fois, ce n'est pas l'ouvrage de Copernic qui a basculé et balayé les choses d'un coup. Ce sont des choses extrêmement progressives, très difficiles à se mettre en place, et il a fallu des générations et des générations d'astronomes courageux et hardis, osant aller à l'encontre des croyances de leur temps, certains le payant très cher pour effectivement changer cette vision du monde et poursuivre la révolution copernicienne également pour passer de la conception d'un univers fini et petit à l'univers infini qui va être celui de Newton. Et la charnière, ça c'est vraiment la dernière diapo, la charnière entre tout ça et Newton, ça va être le grand René Descartes qui va en fait proposer pour la première fois un système physique du cosmos avec un espace infini
On voit ici le système de Descartes avec les étoiles qui se répartissent dans un espace infini. Mais ce n'est pas une vision mystique comme chez Thomas Digges, c'est une tentative d'explication physique où il imagine donc qu'en fait, chaque système solaire, c'est le centre de ce qu'il appelle un tourbillon d'éther, comme si l'espace tourbillonnait en lui-même, si l'espace était une substance active et tourbillonnait pour expliquer en fait les effets de la gravitation. Voilà. Donc c'est Descartes qui va faire le pont entre Kepler, Galilée et Newton. Descartes, un peu oublié aujourd'hui, non pas en tant que philosophe évidemment, c'est que c'est un philosophe majeur, mais en tant qu'auteur d'un système du monde extrêmement influent, extrêmement important, peut-être parce que Descartes avait été très prudent sur ce plan-là, parce que l'exemple effectivement de la condamnation de Galilée avait fait réfléchir beaucoup dans les années 1630-1640, beaucoup de philosophes qui auraient été prêts à affirmer leur croyance plutôt en Copernic ont effectivement eu peur des réactions de l'Église et sont restés très prudents sur cette question, ce qui a été le cas de Descartes. Ben voilà l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui et je serai heureux d'apporter des précisions supplémentaires si vous avez des questions.